Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer cette journée d'études sur l'égalité filles-garçons à l'école. Je voudrais évidemment remercier mon confrère de l'Académie française qui va mener en quelque sorte la discussion toute la journée, en tous les cas ce matin. Saluer les recteurs qui sont ici, M. Agresti, je crois que M. Moustapha Fourard va nous rejoindre, les diverses personnalités du monde de l'éducation qui sont ici, les inspecteurs, les enseignants, mes chers collègues, mes chers confrères. Je ne veux pas tous vous citer, mais soyez tous les bienvenus. Alors, vous le savez, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs en rentrant dans l'auditorium, c'est la loi d'Aunoux en 1795 qui, en organisant l'institution publique, avait pour la première fois créé un comité d'instruction publique. Et cet édifice, déjà, posait la question de l'égalité entre les garçons et les filles et était beaucoup plus allant que ne seront les années suivantes sur cette question. D'Aunoux est, je le répète, à son buste dans l'entrée incarnant l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, l'Institut de France est toujours intéressé par ces questions parce que, comme vous le savez, ou enfin, j'imagine que vous le savez, il abrite les 5 académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques. Et toutes ces académies ont institutionnellement, originellement, une mission éducative. Et d'une manière générale, le monde de l'éducation, le monde des enseignants est bien accueilli ici. On n'imagine pas d'ailleurs qu'avec l'intérêt que j'ai porté toute ma vie à ces questions, il puisse en être autrement. Donc les enseignants sont ici les bienvenus et nous sommes très heureux qu'ils se soient rejoints à nous. Alors, qu'ils se soient joints à nous. Alors, la manifestation d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans une des missions que nous avons reçues, qu'a reçue l'Institut de France, qui est donc France Mémoire. C'est notre confrère Horry qui en est responsable, le directeur culturel, qui va vous parler juste après moi. Et nous avons décidé, pour cette année, d'inscrire dans le calendrier des dates anniversaires ce travail de mémoire sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. 2 dates sont inscrites dans ce calendrier. La première, c'est la naissance de la première bachelière de France, il y a 200 ans, Julie Victoire, la bien prénommée d'Aubier, qui obtient son bac en 1861, et l'égalisation des programmes entre les filles et les garçons, selon le décret de Léon Bérard, de 1924. Cette mesure ouvrait officiellement aussi la voie aux jeunes filles, même s'il y avait toujours des questions de discipline, de discipline au sens de matière, je veux dire, de matière d'enseignement féminine qui leur restait spécifique, l'économie domestique, les travaux à l'aiguille ou la musique. Alors, ce qui est très frappant dans le sujet que vous allez évoquer aujourd'hui, c'est que l'égalité entre les sexes à l'école, elle est acquise très tôt dans les textes eux-mêmes. Elle est inscrite dans notre code de l'éducation, mais elle est inscrite, je le répète, dès la pensée révolutionnaire. Condorcet, en pleine Révolution française, fut le premier à proclamer dans son plan qui porte son nom, le fameux plan Condorcet de 1792, il proposait déjà, comme chacun sait, un enseignement gratuit, laïque et libre, etc., ce qui ne se fera que 100 ans plus tard, quasiment. Mais il affirmait d'emblée, donc en 1792, l'égalité des sexes et des âges devant l'instruction. Il proposait déjà la mixité des écoles. Et seulement aucune disposition législative n'entermina ces principes. Il y eut toujours donc un écart, ça sera sans doute beaucoup évoqué aujourd'hui, entre les intentions des penseurs de l'école, des penseurs des progrès du savoir, et la réalité des textes. Il est vrai, je le disais tout à l'heure à mon confrère Horry en arrivant, moi je me souviens, j'ai passé le bac en 65, et j'étais dans un lycée de garçons. Et il y avait un lycée de filles. Et quand j'ai passé l'agrégation, comme c'était le cas aussi de Horry, je crois, il y avait une agrégation de garçons pour les hommes et une agrégation pour les filles. Et nous étions en retard par rapport au fait que beaucoup d'établissements étaient déjà mixtes. Quand je suis devenu agrégé de lettres en 72, j'ai passé l'agrégation dans un jury exclusivement réservé aux candidats hommes. Et quand j'ai été nommé dans un lycée où il y avait des filles. Donc il y avait donc une résistance assez tardive tout de même à cette,
entre ce que les intentions dessinaient et ce que la réalité du terrain montrait. Alors, c'est quand même en 1833, grâce à Guizot, que nous allons d'ailleurs aussi célébrer cette année, que l'encouragement, la co-instruction, si je puis dire, puisque c'est le terme qu'on utilisait, la co-instruction entre les filles et les garçons, c'est un peu mieux matérialisé. D'abord parce qu'on a ouvert la première école normale d'institutrices. Mais en réalité, lorsqu'on regarde bien la loi, même si elle est très ambiguë et si elle a fait l'objet de discussions sans nom, notamment au Sénat, elle rend obligatoire dans les communes les écoles pour les garçons. Pour les filles, les choses sont plus équivoques que ça. Sous la Seconde République, la loi Fallou, pourtant unanimement régressive puisqu'elle octroyait des concessions très importantes au clergé, obligeait pour la première fois les communes de plus de 800 habitants à ouvrir une école de filles. L'école primaire leur était désormais acquise, mais pas encore l'accès de l'enseignement scolaire. Alors pour tous ceux qui connaissent les territoires nationaux, pour les anciens élus de département rural comme j'étais, quand on arrivait dans un village, il y avait l'école de garçons, l'école de filles et la mairie entre les deux. Et donc ça, c'était tout à fait, ça remontait en effet aux années 1880, 1890, et c'était à peu près systématique dans toutes les communes, en tout cas dans tous les chefs-lieux de canton. Enfin, en 1867, la loi Duruy, cette fois-ci, a institué les cours secondaires d'État pour les filles. Alors l'enseignement était, je l'ai dit tout à l'heure, un peu différent, mais moins futile cependant. Grammaire, littérature française, sciences des langues, disciplines artistiques, arts domestiques, bref. Ces disciplines ressemblaient quand même à ce que la bourgeoisie pouvait souhaiter. Il n'y avait pas là vraiment de discipline d'émancipation, ni de discipline qui favorise l'accès au travail. Mais enfin, tout de même s'il s'agissait de former des mères de famille et des bonnes épouses, en tout cas, l'institution, la reconnaissance, l'institution au sens propre, c'est-à-dire le fait de décider que ça serait désormais définitif, de l'enseignement secondaire, des cours secondaires, comme on les appelait, pour les filles, était là. La tentative de Duruy, d'ailleurs, fut à ce point mal vue des cléricaux et d'un certain nombre de réactionnaires, que ça a été l'une des origines de sa chute, puisqu'il fut limogé en 1869. Enfin, Camille C. vint, si je puis dire, comme Malherbe, et il a réussi où tous les autres avaient échoué. Comme chacun sait, Camille C., on a donné son nom d'ailleurs à un grand nombre de lycées, de filles d'ailleurs, à l'origine. C'est lui qui est arrivé à installer définitivement cette forme d'égalité entre les garçons et les filles, qui était inscrite aussi dans les lois Ferry. Le décret Bérard, que nous allons rappeler aujourd'hui, a lui aussi contribué à égaliser les programmes, donnant aux filles la possibilité d'obtenir leur baccalauréat, d'entrer dans les études supérieures. Et petit à petit, cette mixité s'est installée, mais je le répète, non sans mal, dans tous les grands lycées des métropoles départementales, des chefs-lieux de département, il y avait un lycée de garçons et un lycée de filles. Les garçons étaient en blouse grise, les filles étaient en blouse bleue et rose une semaine sur deux. C'était dans les textes. Donc il y avait quand même encore beaucoup de choses à faire. Et finalement, il faut attendre quasiment les années 70 pour que tout ceci soit définitivement effacé. Alors, souvenez-vous, enfin vous, moi je m'en souviens, peut-être pas vous, parce que vous êtes tous très jeunes ici, mais lorsque nous avons eu en 1972 une majeure de Polytechnique, ça a été un événement. Hein, Madame Choplin, Madame Chopinet, majeure de promotion. La numéro 2 d'ailleurs est aujourd'hui de cette promotion-là, est aujourd'hui membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Elle est oubliée, elle, parce qu'on ne parlait que de la majeure. Et un journaliste vient la voir, cette Madame Chopinet, majeure de Polytechnique, lui dit « N'avez-vous pas peur de devenir un monstre et de faire fuir vos camarades masculins ?» lui dit-il. Vous voyez le genre de questions qui pouvaient encore se poser en 1972. Les pionnières, d'ailleurs, se sont battues, comme avait dû se battre Julie Victor d'Aubier en 1861. Chacun à son moment, c'est elle que nous allons célébrer. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé de ces préambules.
des gens plus savants que moi et plus informés de ces questions vont pouvoir les prolonger. Je n'ai évoqué que quelques jalons, mais pour montrer que la résistance a été quand même beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Au fond, tout le monde était d'accord sur les principes, mais personne ne voulait les mettre en application. Je salue tout particulièrement Rebecca Rogers, professeure à l'Université de Paris-Cité, et qui est spécialiste de l'éducation féminine en France au XIXe siècle, qui va retracer tout cela de manière beaucoup plus précise que ce que je viens de faire. Je remercie les intervenants, sociologues, philosophes, membres du grand ministère de l'Éducation nationale, qui aborderont la situation actuelle. Nous savons d'ailleurs que des inégalités de fait subsistent et que les plafonds de verre existent toujours. Je voudrais tout de même rappeler que l'Académie des sciences, et j'en terminerai par là, a fait paraître au mois de juin dernier un rapport qui s'appelle « Où sont les femmes ?» et qui interroge la sous-représentation dans le monde de la recherche scientifique du genre féminin. Ce rapport fait des analyses, mais aussi des propositions, des recommandations, et il se plaint évidemment qu'on ne sache pas corriger ce déséquilibre très préjudiciable dont la science souffre évidemment. Je remercie enfin mes confrères qui vont participer à cette journée, Jacqueline Bloch et Christophe Salomon de l'Académie des sciences, Daniel Salnave, qui va rejoindre tout à l'heure M. Horry, de l'Académie française. Je remercie évidemment le comité du bicentenaire de Jeudi Victoire Aubier qui a organisé les événements, et je salue sa présidente Christine Devalois. Voilà, eh bien je vais laisser la parole à Pascal, maintenant si tu veux bien. Je laisse la parole à Pascal Horry, qui s'exprime non seulement comme membre de l'Académie française, mais comme directeur scientifique de France Mémoire, et je lui cède la parole. Bonne journée à tous. Merci, Monsieur le Chancelier. On aura peut-être compris que s'il existe aujourd'hui une mission de l'Institut de France en charge des commémorations nationales, c'est à vous qu'on le doit. Je suis d'autant plus autorisé à le dire que j'ai siégé pendant une trentaine d'années au sein des institutions successivement vouées à la dite mission, en particulier les deux dernières, le Haut Comité des célébrations nationales, puis le Haut Comité des commémorations nationales. Vous voyez la nuance. Tous les deux rattachés au ministère de la Culture. Je n'entrerai pas plus dans le détail, mais je tiens à le dire comme je le pense, la reprise de cette mission par l'Institut a été un progrès. Quelques détails sur le fonctionnement de cette procédure de sélection commémorative, élaborée à partir d'une analyse critique des procédures antérieures. Là où le ministère de la Culture centralisait la décision au sein d'une commission dont il avait fixé la composition, la mission France Mémoire organise désormais chaque année une concertation entre les 5 académies, dont la liste vient d'être donnée par Xavier Darcos. On voit donc que le champ de compétences couvre cette fois la totalité des activités humaines, culturelles, économiques, politiques, technologiques. L'ancien système commémoratif français conduisait droit à l'engorgement calendaire, aggravé chaque année en vertu du principe, à vrai dire incontestable, énoncé par un membre, semble-t-il oublié, ça arrive, de l'Académie française, François Ponsard. Je cite cette phrase immortelle, « Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite ». Désormais donc, chaque année, la concertation académique conduit maintenant à la sélection d'une 50aine de dates seulement, choisis parmi les anniversaires eux-mêmes fondés sur un rythme cinquantenaire, intégrant ipso facto les centenaires. Celles et ceux qui jugeraient ces règles arbitraires, je les entends, doivent s'interroger sur le seul autre terme de l'alternative, les lois du marché. Si l'on croit encore au service public, il faut admettre qu'il y a un service public des commémorations, qui laisse par ailleurs à chacun le droit de commémorer ce que bon lui semble, et même lui chante. Notre société devrait d'autant mieux le comprendre qu'elle passe son temps, vous le savez, à fabriquer des palmarès. J'y ajoute le mien, en saluant ici ce matin l'équipe de rêve, en bon français, de France Mémoire. Caroline Garde-Le Breton, Priscille Delassus, Massi Alaoui, assistée par Alban Patet.
c'est que la dite équipe ne chôme pas pour élaborer tout au long de l'année des instruments didactiques destinés à éclairer les administrations publiques, les collectivités locales, les médias et au final l'ensemble du public, y compris à l'étranger. Et au fait, sur quoi donc éclairer? Sur le sens à donner à ce palmarès, qui au fond parle, exemple concret à l'appui, des questions les plus fondamentales, touchant à la paix et à la guerre, à la liberté et à l'autorité, aux identités ethniques et aux identités de genre, mais aussi, ne l'oublions pas, à la créativité, au loisir, au plaisir. Pour celles et ceux qui découvriraient ce matin le travail de la mission, je vous renvoie à titre d'exemple aux 2 calendriers imprimés de 2024 et 2025 qui sont à votre disposition à l'entrée, mais aussi au dossier consultable sur le site de France Mémoire et au programme La mémoire en question au pluriel, de Canal Académie. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Canal Académie ici. Renseignez-vous. L'expérience prouve que beaucoup de celles et ceux qui parlent des académies, qui parlent ou déparlent des académies, faudrait-il dire, ignorent jusqu'à l'existence de leur site et de celui, je parle donc du site, de l'Institut de France. Il suffit d'ailleurs de consulter le programme de cette journée, fondé au fond sur une coopération structurelle entre l'Institut de France, l'Éducation nationale et la recherche scientifique, pour comprendre où se situent les réponses à toutes ces questions. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a parfois encore des réponses. Je vous remercie.